Bonjour, voilà, donc c'est bien le cours 9 aujourd'hui de nouvelles technologies et didactique des langues. J'ai voulu aller un peu trop vite en besogne au précédent et alors que c'était le 8, je vous annonce d'emblée cours numéro 9. Donc nous voici bien cette fois-ci dans le cours numéro 9 où on va parler de grammaire, un peu de métalangage certainement et donc de la façon d'enseigner la grammaire et des rapports entre nouvelles technologies et grammaire. C'est un sujet qui souvent préoccupe beaucoup les gens qui vont enseigner le français langue étrangère, parce que c'est vrai que les positions sur la grammaire, sur la place de la grammaire dans la classe, la manière de l'enseigner, etc., ont beaucoup changé depuis les 50 dernières années. Et donc, du coup, comme on a reçu nous-mêmes des enseignements assez différents, en fait, on est complètement désorienté par cela. En fait, on ne sait pas forcément très bien quoi faire. Et on va avoir tendance éventuellement à avoir une attitude un peu régressive en classe, parce qu'on va, dès qu'on est en situation d'insécurité dans l'enseignement, on va se rabattre en fait sur les bonnes vieilles techniques de la grammaire traduction, d'approche assez traditionnelle en fait. Ou alors aussi, il peut y avoir un autre phénomène que j'ai vu, par exemple, quand j'ai travaillé en Mauritanie, j'avais un collègue qui allait dans la classe et lui, en fait, son grand plaisir, c'était d'expliquer des règles de grammaire dans la classe, simplement pour montrer qu'il savait, en fait, qu'il connaissait des règles de grammaire extrêmement complexes, hein. Et bon, j'ai d'ailleurs pas vu beaucoup d'exemples de cas où il les appliquait, en fait, mais j'ai vu beaucoup d'exemples de cas où il les énonçait dans la classe. Et donc, évidemment, pour les étudiants, c'était à peu près parfaitement inutile pour l'apprentissage du français. Ce n'était qu'une espèce d'exercice de respect du professeur et d'un savoir un peu hermétique qu'il pouvait manifester. Donc, on a ces différentes questions-là. Et vous voyez qu'en fait, donc évidemment, la grammaire a changé aussi beaucoup par rapport à la manière dont on considère la langue, en fait. Dans les approches traditionnelles, grammaire, traduction, donc enfin, oui, on avait cette vision de la langue comme un exercice de thème et de version, où on traduisait d'une langue à l'autre, plutôt de la traduction littéraire et plutôt pas des choses orientées vers la communication. C'est au moment du bouleversement de l'approche directe que ça a changé, évidemment. Et je crois qu'on a découvert aussi qu'en fait, notre tradition grammaticale latine, en gros, celle-là vient en partie de chez les Grecs, mais elle est quand même beaucoup passée par le filtre latin, ce qui explique d'ailleurs un peu sa raideur, hein. Je veux dire, et notre traduction grammaticale, notre tradition, pardon, grammaticale, en fait, ne correspond pas à grand-chose dans beaucoup de pays et dans beaucoup de civilisations. Donc, il y a énormément de langues où on se fiche pas mal de savoir ce qu'est un verbe, ce qu'est un nom. Et d'ailleurs, même le concept de verbe ou de nom, je pense, ne renvoie. Enfin, il n'y a pas du tout cette dichotomie, en fait, entre l'action et les substances ou les matières qui viennent de la pensée grecque, en fait. Donc, vous savez que le verbe va servir pour les Grecs. Le verbe est tout ce qui est non-substance, en fait, tout ce qui va servir à exprimer des actions, alors que les nominaux désignent des substances, donc des essences, des choses qui existent. C'est une conception finalement assez, enfin, qui nous a complètement orientés vers une piste un petit peu faussée, il faut bien le dire, qui fausse encore, à mon avis, les raisonnements de la grammaire générative et de pas mal de questions logiques aussi, où on retrouve un peu la même chose dans le rapport sujet-prédicat, etc. Il faudrait que je vous explique tout ça d'une manière beaucoup plus détaillée, évidemment. Il y en a un petit bout, il y a un petit bout d'explication dans énonciation, notion et opération. Donc avec ce concept de notion en fait qui englobe qui est avant le découpage en verbe et nom. Alors évidemment, dans notre métalangage, on va utiliser ces concepts-là parce qu'ils font vraiment partie de la culture indo-européenne sur les langues. En fait, le concept de nom et de verbe, entre autres, on va les utiliser, on va même nommer éventuellement différentes choses de cette façon-là dans nos cours de grammaire.
Et on va regarder aussi donc dans cette vidéo en fait comment les autres s'y prennent en fait pour enseigner la grammaire à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, puisque c'est notre propos dans ce cours-là, regarder un peu comment on fonctionne avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà, donc on commence tout de suite. Je vais vous repasser en fait un certain nombre de choses qui viennent de chez nos amis belges, qui sont très clairs sur ces sujets-là et sur beaucoup d'autres sujets d'ailleurs qui sont parfois un peu moins verbeux probablement que les Français de France. Voilà, donc on va faire un petit rappel en fait avec Jean-Marc Defay. Donc vous reconnaissez le MOOC, hein, moi prof de FLE. Et on va discuter un peu des différentes propositions en fait qu'il fait, enfin des différentes assertions qu'il énumère dans cette vidéo qui est tout à fait intéressante. Et après, donc, on pourra regarder en fait et revenir un petit peu sur les notions d'induction, de déduction, d'approche inductive de la grammaire et tout ce qui a été mis à l'ordre du jour et au goût du jour par l'approche communicative. Donc écoutons Jean-Marc en fait nous expliquer son point de vue sur l'utilité de la grammaire et on se retrouve tout de suite après pour commenter en fait ces différents concepts. Quand on envisage d'enseigner ou d'apprendre une langue, la première chose à laquelle on pense est de recourir à une grammaire ou éventuellement un dictionnaire. Est-ce un bon réflexe ? On a longtemps pensé que l'essentiel d'une langue résidait effectivement dans sa grammaire et son vocabulaire, et qu'il suffisait de bien les connaître puis de les associer pour communiquer dans une langue. Doublement à tort. Il est aussi erroné de vouloir séparer le lexique des structures morphosyntaxiques dans lesquelles il s'associe, et vice-versa, que de croire qu'il suffit de combiner les règles et les mots pour pratiquer une langue étrangère. On sait maintenant que les compétences à acquérir pour communiquer en langue étrangère sont beaucoup plus variées et plus complexes. Ça veut dire qu'on peut se passer de grammaire ? Comme toujours, il faut savoir quel sens on donne à de tels concepts comme la grammaire. On peut définir la grammaire de multiples manières, dont les trois principales sont les suivantes. Premièrement, la grammaire est un système de règles ou de modèles sur lequel repose le fonctionnement d'une langue. Deuxièmement, la grammaire est le travail intellectuel d'analyse et de description de ce système. Troisièmement, la grammaire, c'est l'apprentissage et l'utilisation de ce système, notamment par des allophones, pour communiquer dans la langue concernée. En aucun cas, on ne peut se passer de grammaire pour communiquer dans une langue, quelle qu'elle soit. Mais la question est de savoir comment enseigner la grammaire, soit de manière explicite, soit de manière implicite, soit de manière directe, soit de manière indirecte. En effet, on distingue dorénavant la grammaire explicite de la grammaire implicite. J'explique. On appelle grammaire explicite les règles d'une langue que quelqu'un peut énoncer parce qu'on les lui a enseignées, généralement à l'école, indépendamment de la maîtrise pratique qu'il a de cette langue. Et on appelle grammaire implicite les usages que quelqu'un peut mettre en pratique dans une langue parce qu'il les a assimilés en communiquant dans cette même langue, indépendamment alors de sa capacité à les expliquer à autrui. On parle aussi de compétences métalinguistiques pour la grammaire explicite, pour la distinguer des compétences strictement linguistiques que confère la maîtrise de la grammaire implicite, comme c'est le cas pour un enfant qui communique généralement très bien dans sa langue maternelle avant d'aller à l'école et d'y apprendre les règles. Ces deux grammaires sont très différentes l'une de l'autre. Elles ne relèvent d'ailleurs pas du même système cérébral. La grammaire explicite se construit à l'aide de la mémorisation et du raisonnement, tandis que la grammaire implicite se développe spontanément, souvent inconsciemment, grâce à l'imitation et à l'essai-erreur, deux grands processus naturels d'apprentissage. Comprendre est une chose,
Pratiquer en est donc une autre. On peut très bien parler une langue sans pouvoir en expliquer le fonctionnement, comme on peut très bien expliquer le fonctionnement d'une langue sans être capable de le mettre en œuvre pour parler. Les méthodes traditionnelles, livresques, se sont focalisées sur la grammaire explicite, tandis que par réaction, les méthodes suivantes ont exclu la grammaire explicite qui, d'après ces méthodes, empêcherait le développement de la grammaire implicite qui est indispensable à la communication courante en langue étrangère. À l'heure actuelle, on ne les oppose plus. On estime qu'elles doivent toutes deux, implicite et explicite, aider à communiquer dans une langue étrangère et aussi à se perfectionner sans cesse. Pour faire une comparaison, il est clair que l'on peut apprendre à conduire une voiture sans savoir comment fonctionne un moteur. Mais connaître le fonctionnement du moteur permet tout de même de comprendre plus facilement comment démarrer et aussi de devenir un meilleur pilote. Ensuite, les nouvelles méthodes cherchent donc à rendre les grammaires implicites et explicites complémentaires en alternant systématiquement l'explication et la communication, en passant par la répétition qui permet de créer des automatismes. Il faut en tout cas retenir qu'il est inutile d'enseigner une règle de grammaire, explicite donc, que l'apprenant ne peut pas mettre aussitôt en pratique dans la communication, ce qui lui permettra de l'approprier, c'est-à-dire de l'intégrer progressivement dans sa grammaire implicite. Par ailleurs, laisser des apprenants s'exprimer en langue étrangère sans tenir suffisamment compte des règles et des modèles risque d'entraîner des erreurs ou des anormalités qu'il leur sera difficile, voire impossible de rectifier par la suite. À ce propos, il faut profiter des avantages de la classe par rapport aux situations de la vie quotidienne, où l'allophone n'a pas l'occasion de recevoir des explications adaptées aux problèmes que lui pose l'apprentissage de la langue étrangère. Bien sûr que ces interlocuteurs vont lui donner la possibilité de participer à des échanges authentiques très stimulants, mais ils ne vont certainement pas pouvoir s'interrompre pour lui rappeler une règle, lui proposer un exercice ou le corriger. Finalement, la question n'est plus de savoir si on fait de la grammaire ou non, mais de savoir comment on peut combiner l'explication de grammaire, grammaire explicite, et la pratique de la communication, grammaire implicite, pour développer la maîtrise de la langue. On se doute qu'il n'y a pas d'impératif. Tout dépend bien sûr du public auquel on s'adresse. Des enfants de 6 ans, des traducteurs qui parlent déjà plusieurs langues, des adultes peu scolarisés. C'est à l'enseignant de décider comment aborder le fonctionnement de la langue de manière plutôt directe ou plutôt indirecte et surtout comment associer les deux manières pour qu'elles se complètent harmonieusement. J'ai compris. Il faut veiller à assurer cette dynamique entre les 3 pôles que nous avons déjà décrits précédemment et passer sans cesse de l'explication à la répétition, de la répétition à la communication, puis de nouveau de la communication à l'explication, notamment pour traiter des problèmes qui s'y sont présentés ou qui risquent de se présenter. Voilà, donc je pense que c'est une explication tout à fait limpide et très intéressante en fait de la différence entre grammaire explicite et grammaire implicite et ensuite des va-et-vient entre les différentes pratiques dans la classe, pratiques donc de grammaire explicite et de grammaire implicite. On en a parlé un petit peu quand on a commencé à regarder le travail de l'Alliance française sur Vivre en France, hein, donc le MOOC de français, et ce sont la manière dont on abordait la grammaire et notamment la conjugaison en fait. Alors il y a plein de choses à dire là-dessus, hein, évidemment. Là vous voyez qu'on acquiert un système qui est un sous-système de la langue, qui est le système de la conjugaison, et notamment ici de la conjugaison pronominale, avec les pronoms, donc je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, etc. Donc là, évidemment, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va conceptualiser l'ensemble de la conjugaison pronominale, sans d'ailleurs introduire beaucoup de métalangage, mais après avoir déjà été exposé, en fait, à des choses qui servent dans la communication. Donc c'est ça la règle fondamentale que rappelle Jean-Marc, hein, donc que toujours on puisse utiliser immédiatement une règle de grammaire qu'on apprend. Et que souvent, en fait, on puisse utiliser une règle de grammaire
ou la conceptualiser par soi-même en mettant les apprenants en position de linguiste, donc, et en les aidant à dégager des régularités de fonctionnement de la langue qu'ils vont formuler après sous forme de règles. C'est la meilleure technique pour qu'ils le mémorisent, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle l'induction, hein. Vous observez des faits linguistiques, comme ici la conjugaison par exemple. Vous reconstituez un tableau de conjugaison, enfin vous faites reconstituer par les apprenants un tableau de conjugaison avec toutes les personnes, et ils conceptualisent tout ça, réfléchissent à ce que c'est que la conjugaison, etc. On sait probablement mieux tout cela depuis les approches cognitives, en fait, où on reprend en compte en fait tout l'ensemble des moyens qui vont servir à construire de la connaissance sur la langue. Et donc le passage par la grammaire explicite va être un des moyens de construire des connaissances sur la langue. J'irai un peu plus loin que Jean-Marc sur ce point-là pour avoir travaillé dans des pays en fait où on se moque de la grammaire comme de sa première chemise. Si vous allez en Afrique noire, subsaharienne, je veux dire, les gens sont la plupart du temps bilingues, trilingues ou quadrilingues, avec des langues qui ont des structures syntaxiques très très différentes, qu'ils parlent à la perfection, sans jamais se poser la moindre question grammaticale de la manière dont on le fait, nous, en Europe. Hein, donc vous voyez que c'est vraiment une tradition particulière à l'Europe depuis les Latins, probablement, enfin depuis les Grecs, un peu avant, je vous le disais tout à l'heure, et depuis les Latins. Vous vous rappelez, en fait, peut-être, enfin vous n'avez peut-être jamais vu ça, mais même sur la façade de Notre-Dame, on a deux figures qui représentent Grammatica et Rhetorica, en fait. Donc Grammatica, c'est une vieille dame avec une lime qui va corriger les fautes des petits-enfants, alors que Rhetorica, donc l'art de l'éloquence, l'art de la pratique du langage, c'est une belle femme qui est parée de toutes les figures de style. Donc c'est deux choses complètement différentes, évidemment, mais qui font clairement partie de notre tradition européenne. Donc à mon avis, effectivement, la grammaire explicite, déclarative ou métalinguistique, elle a un gros intérêt culturel et elle a permis de faire un certain nombre de choses. Vous voyez qu'évidemment on est passé de la grammaire traditionnelle qui traitait principalement des cas particuliers en fait, avec des séries de règles, par exemple, je sais pas, les règles d'accord du participe passé, il y en a toute une série d'exemples. Moi j'ai jamais été très bon dans ce domaine-là, même quand j'étais petit, donc c'est peut-être ça d'ailleurs qui a motivé ma carrière de linguiste. Et après la grammaire, donc cette grammaire explicite de type traditionnel, donc on a eu différentes révolutions linguistiques qui sont allées plus ou moins vers la communication. Vous avez dans la playlist un très très beau, très très bel exposé de François Recanati sur la philosophie du langage. Et donc on voit bien que après la période grammaire traditionnelle, donc découpage entre la grammaire et le lexique que mentionne Defeil au début, que mentionne Jean-Marc au début, donc ce découpage entre d'un côté le dictionnaire, de l'autre côté les règles de grammaire, on assemble les deux, c'est-à-dire qu'on va mettre du lexique dans des structures d'énoncés bien connues, et ça va donner des phrases tout à fait communicatives. Bon, il le dit très bien aussi, c'est pas comme ça que ça fonctionne, effectivement. Donc on voit qu'après on a eu toute une série de révolutions linguistiques, et on est passé par exemple au structuralisme avec cette idée de structure déformable, transformable, etc. Donc structuralisme bien représenté par Saussure. Vous avez eu ensuite la grammaire énonciative et à peu près simultanément le développement de la grammaire générative et transformationnelle, qui d'ailleurs marque un retour à des théories grammaticales plus anciennes, enfin, je veux dire plus anciennes que ce qu'on faisait du structuralisme, puisque Chomsky à un moment écrit sur la grammaire de Port-Royal et se réclame de la grammaire de Port-Royal qui va développer. Donc on a tous ces aspects de la révolution grammaticale qui sont intéressants à observer évidemment, mais qui sont clairement des choses qui font partie de notre patrimoine culturel. Comme les difficultés orthographiques du français, je veux dire, c'est une trace de l'historicité en fait de la langue
et ça ne sert pas du tout, voire même ça dessert la communication. Je veux dire, c'est donc assez étonnant de voir que ce poids de l'héritage culturel européen va plutôt compliquer évidemment les apprentissages et notre communication. Maintenant, on les utilise parce que c'est une autre manière de retravailler en fait la langue et de se l'approprier. Je veux dire, il y a une chose qui m'intéresse particulièrement et à laquelle je suis particulièrement sensible, c'est les rapports entre syntaxe des langues naturelles, logique, enfin syntaxe ensuite formalisée, puis logique et opérateur logique. Hein, vous le verrez dans opération et énonciation, par exemple. Je veux dire, on voit bien qu'en fait, par exemple, tous les langages informatiques sont dérivés des langues naturelles, jusqu'à aller vers la binarité en fait du oui/non en fait. Je veux dire, mais en tout cas, en fait, tous les opérateurs logiques qu'on utilise dans les langages informatiques, les si, alors, sinon, les un fait 1, un fait 2, donc, vous allez avoir des opérateurs logiques qui sont réutilisés par les langages informatiques qui découlent directement des langues naturelles, sauf qu'ils n'ont pas l'ambiguïté des langues naturelles. Donc tous ces sujets-là sont effectivement passionnants, mais ce qu'il faut en retenir, donc comme disent nos collègues, c'est qu'il faut évidemment pratiquer d'abord la langue, aller vers la communication, concevoir les règles de grammaire de façon implicite, en fait, à partir de l'observation des faits grammaticaux et les faire concevoir ensuite, utiliser un métalangage relativement léger, pas énorme, qui n'implique pas une énorme surcharge cognitive, hein, et donc travailler beaucoup plus sur l'aisance, la fluidité, la communication, que sur la grammaticalité et les capacités de développement de la grammaire déclarative et du métalangage. Donc on a regardé un peu les questions d'induction, de déduction et de métalangage, et là nos collègues de Liège donc reviennent sur induction et déduction avec des exemples pratiques en fait d'exercices. Je pense que c'est pas mal de faire ce passage par là, puisque ça permet effectivement de bien prendre conscience qu'avec les nouvelles technologies, on peut utiliser facilement en fait le côté infatigable de l'ordinateur et inénervable, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'un ordinateur va pouvoir proposer 100 fois le même exercice et ne jamais s'énerver contre l'apprenant quand il produira des réponses sempiternellement fausses. Hein, donc vous savez, cette question-là, ça peut très bien favoriser en fait le retour vers des exercices extrêmement traditionnels et répétitifs qui sont les mêmes que ceux, par exemple, qu'on trouve dans les méthodes structuro-globales audiovisuelles ou audio-orales aux États-Unis. Donc des exercices type drill, extrêmement répétitifs et extrêmement ennuyeux en fait, et parfois pas forcément merveilleux, même du point de vue de la mémorisation. Donc on va regarder ce que nous démontrent nos collègues de Liège, et je vous en reparle tout de suite après la vidéo, évidemment. Pour favoriser l'appropriation de la grammaire, on peut soit adopter une approche par déduction. Les apprenants reçoivent les explications métalinguistiques et les appliquent à l'analyse d'exemples. Dans ce cas-là, on formule d'abord la règle avant de l'utiliser. Soit on opte pour une approche par induction. On va des exemples aux règles en s'appuyant sur la capacité des apprenants à faire le lien entre des exemples observés, des régularités, et des règles que l'enseignant et l'apprenant construisent ensemble. On utilise alors un échantillon d'exemples authentiques suffisamment cohérent pour dégager facilement la règle de ces observations. On peut aussi choisir d'intervenir directement sur des productions de l'apprenant. Et ce sont alors les feedbacks qui vont amener l'étudiant à expliquer son erreur. Peu importe la démarche, l'important est de varier les méthodes et d'assurer un aller-retour entre la pratique linguistique et la réflexion métalinguistique. Si on explique une règle, il faut ensuite que l'apprenant se l'approprie pour l'utiliser de façon automatique dans sa pratique. Sans cela, la grammaire explicite ne deviendra jamais implicite et intuitive. Je vous propose maintenant
d'observer et d'analyser quelques exercices de grammaire qui illustrent la démarche grammaticale dans différentes méthodes d'enseignement-apprentissage des langues. Le premier exercice vient des méthodes traditionnelles, qui adoptent une approche inductive de la grammaire en insistant sur la répétition orale, le vocabulaire et la prononciation. C'est le langage oral et courant qui l'emporte sur la langue écrite. Ce genre de méthode est encore beaucoup utilisé avec les grands débutants lors des premières leçons, quand on ne souhaite pas expliquer le fonctionnement de la langue. Elles ont toutefois leurs limites, comme le caractère fabriqué des exemples qui sont parfois peu réalistes, ou l'absence du contexte de communication. Les exercices suivants proviennent de Voix et Images de France, qui illustrent la méthode structuro-globale audiovisuelle, la méthode dite SGAV. Comme son nom l'indique, cette méthode se fonde d'une part sur une approche structuraliste de la langue, où la langue est avant tout un système logique et arbitraire, indépendant du contexte dans lequel la langue est utilisée, et d'autre part sur le principe behavioriste, qui envisage l'apprentissage comme un conditionnement. L'utilisation conjointe de l'image et du son devait permettre une perception globale du sens. Voilà Madame Thibault. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes monsieur Thibault? Oui. Je suis monsieur Thibault. Dans cette méthode, la grammaire est au centre de l'intérêt, mais les données linguistiques, surtout orales, sont répétées inlassablement, sans explication et sans intérêt pour la pratique communicative. On ne s'intéresse pas au réemploi des règles dans différentes situations de communication. Ensuite, les méthodes communicatives vont considérer que c'est en communiquant et pour communiquer qu'on apprend la langue et sa grammaire. On va donc faire de la grammaire en fonction des situations de communication et des interactions à venir. Toute activité portant sur la grammaire sera précédée et suivie d'activités communicatives. C'est le cas dans le troisième exemple d'exercice, où on demande aux personnes d'écouter un dialogue et de réaliser ensuite un jeu de rôle sur le même modèle. Aujourd'hui, les méthodes actionnelles vont encore un peu plus loin, puisqu'elles cherchent à associer systématiquement communication langagière et action sociale. Comme par exemple poser des questions dans le cadre de la recherche d'un logement ou écrire un message sur un blog. La compétence langagière est mise en relation avec des actions qui mobilisent d'autres savoirs et savoir-faire. Dans les méthodes grammaire-traduction, on commençait par comprendre pour ensuite appliquer. Dans les méthodes qui ont suivi, on n'a plus attendu de connaître toutes les règles de grammaire pour parler la langue. La grammaire n'est plus une fin en soi, mais bien un instrument de l'apprentissage. Elle procède de la communication pour se mettre à son service. Par exemple, on va commencer par se demander de quelle grammaire a besoin une personne qui doit demander son chemin en français à un passant et qui doit comprendre les directives qu'on lui donne. Il devra être exposé à des formes impératives, formuler oralement des interrogations complexes. C'est en communiquant en situation, en demandant réellement son chemin, qu'il pourra observer des régularités ou des incohérences par rapport à ce qu'il connaît déjà. On pourra partir de ces productions pour mener une activité de réflexion métalinguistique. Identifier les problèmes, classer les nouvelles données, faire des hypothèses et enfin ébaucher une règle. Ensuite, on proposera des exercices pour acquérir des automatismes et s'approprier la grammaire, mais aussi des activités de communication et des tâches de production. C'est à ce moment-là que vous pourrez vérifier les acquis. Ce processus peut se faire à partir de documents authentiques. Vous créerez alors un corpus grammatical à observer à partir des documents que vous utilisez. Par exemple, la chanson que vous avez fait écouter pour démarrer votre leçon ou un document écrit autour duquel vous avez prévu une activité de compréhension. Prenons un exemple d'un module créé par notre équipe TIS. Ils ont choisi de parler du changement climatique. Ils partent d'une vidéo sur cette thématique. Elle est toujours sauvée par un super-héros. Dans la vraie vie, on l'attend encore. Mais le péril, lui, il existe bien. C'est le changement climatique. Imaginons que vous voulez faire observer l'expression de la cause et de la conséquence. Pour guider vos apprenants dans cette phase d'observation, vous allez leur poser des questions destinées à leur faire découvrir la grammaire, en leur demandant par exemple d'associer une cause à sa conséquence, ou de choisir la bonne expression en se référant au contenu de la vidéo.
Vous pouvez aussi demander de repérer des expressions ou des connecteurs logiques qui expriment soit la cause, soit la conséquence. Ce type d'activité permet d'observer la grammaire en contexte et de rendre les apprenants actifs dans l'élaboration des règles. Vous pouvez par exemple leur demander de compléter une grammaire lacunaire ou de choisir parmi plusieurs règles celle qui leur paraît fonctionner. Ensuite, à partir des hypothèses formulées par les apprenants, vous allez organiser cette grammaire. Ce sera le moment de classer et de systématiser à l'aide d'autres exemples. Si vous choisissez d'expliciter la grammaire, vous utiliserez des exemples issus des documents ou des activités menées en classe. Pensez aussi à contextualiser votre grammaire. Conjuguer les verbes dans des phrases authentiques ou au moins réalistes. Il faut que cette grammaire ait du sens, que l'apprenant voit tout de suite à quoi la grammaire va lui servir, dans quelle situation et pourquoi. Je vous conseille donc de rester dans la thématique, d'exploiter les documents que vous avez utilisés et de garder à l'esprit les objectifs que vous vous êtes fixés. Ensuite viendront les exercices qui vont permettre aux apprenants d'automatiser et de s'approprier la grammaire. Ces exercices peuvent être convergents, on les appelle aussi exercices de structuration, quand l'apprenant s'entraîne à utiliser les expressions dans un contexte similaire, ici les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Ou ils seront divergents, lorsque l'apprenant doit s'exprimer dans un autre contexte, une situation nouvelle, comme dans ce texte sur les politiques agricoles. Les exercices formels peuvent prendre plusieurs formes. Des exercices de complétion, de phrases ou d'un texte lacunaire, de mise en relation, de transformation, de la voix passive à la voix active par exemple, ou de remise en ordre, de mots ou de paragraphes. Pour aller petit à petit vers des exercices plus libres, comme raconter une histoire à partir de photos, ou prédire l'avenir. Enfin, vous proposerez des tâches de production qui mobilisent cette grammaire. Ça ne veut pas dire que la production doit venir en dernier lieu. Au contraire, plus vous incitez vos apprenants à produire et à interagir, mieux ils s'approprieront la langue. Une production en début de leçon pourra par exemple servir à évaluer ce que maîtrise déjà l'apprenant et pourra servir de corpus d'observation pour voir une nouvelle difficulté grammaticale. L'erreur est alors envisagée comme un levier d'apprentissage. Par contre, en fin de leçon, les tâches de production permettent à l'apprenant de mobiliser tout ce qu'il a appris, lexique, grammaire, etc. Dans le cas de notre leçon exemple, il pourrait par exemple choisir 5 gestes à faire pour freiner le réchauffement climatique en utilisant des connecteurs qui expriment la cause et la conséquence. Voilà, donc vous voyez qu'il y a énormément de possibilités en fait dans les exercices qu'on peut faire, les types d'exercices grammaticaux qu'on peut faire, et que ça a pas mal évolué en fait depuis des années. Donc vous voyez, vous avez vu là la méthode de Gaston Mauger, hein, le célèbre Mauger bleu qu'on utilise encore dans certains endroits, hein, il est toujours publié. Donc très traditionnel et très répétitif, hein. Je veux dire, déjà un petit peu au-delà du traditionnel, parce qu'il est fondé sur le français fondamental. Puis après, vous avez les exemples en fait, des méthodes structuro-globales audiovisuelles. Donc de plus en plus, on va se détacher en fait, d'une langue complètement artificielle et complètement figée. Et le mot important à retenir là-dedans, c'est contextualisation, évidemment, et apprentissage du discours, en fait, et de mode d'énonciation qui correspondent à la réalité et non plus à des purs exercices grammaticaux. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. On va regarder également, et vous voyez aussi que, bon, évidemment, on peut varier beaucoup les types d'exercices grammaticaux, avec ou sans métalangage, hein, vous avez vu les exercices de complétion, les exercices de remise en ordre de phrases, les exercices où on va ajouter des connecteurs, par exemple, pour remettre en ordre des phrases, les exercices qui correspondent en fait à la logique textuelle, hein, l'exercice sur le fléchage discursif, par exemple, comment reprendre dans la description d'un personnage, comment reprendre le nom du personnage et sa désignation, enfin son paradigme désignationnel de différentes façons. Par exemple, si vous parlez, je ne sais pas moi, du professeur Raoult, vous pouvez dire le professeur Raoult, après vous pouvez dire ce
médecin de Marseille. Après, vous pouvez dire ce grand scientifique ou ce charlatan, selon ce que vous pensez. Donc, vous avez tout un paradigme désignationnel à votre disposition et vous pouvez aider les apprenants en fait, à varier le fléchage discursif et le paradigme désignationnel d'un texte. Donc, vous voyez que tout ça offre beaucoup de possibilités, que ça permet de retravailler la langue de différentes façons, en fait, et aussi d'essayer de systématiser un certain nombre de choses, même si, comme on l'a dit déjà, en fait, eh bien, ce n'est pas toujours la clé vers une communication forcément beaucoup plus fluide. Je veux dire, il faut bien être conscient du fait que tout ça, c'est des automatismes qu'on travaille. Et que l'objectif, c'est d'arriver à communiquer, d'arriver à s'exprimer le plus librement possible. On va regarder un peu ce qu'il y a comme nouveauté introduite par les nouvelles technologies en matière d'exercice ou de ressources pour l'enseignement de la grammaire. Voilà, donc on va regarder une dernière vidéo, une dernière petite capsule de notre université de Liège. Enfin, c'est plus qu'une capsule, là, c'est une vidéo du MOOC donc, qui parle de comment utiliser les nouvelles technologies pour travailler sur la grammaire. Donc ça nous ramène directement à notre sujet. Et on va voir qu'on va retrouver un certain nombre de choses, plus quelques autres ressources. Mais bien sûr, entre autres, Kahoot, qui est vraiment une application qui a un énorme succès, et quelques autres applications et quelques autres idées pour fabriquer des capsules, par exemple avec Powtoon. Donc là, on développera peut-être un peu ce point-là pour voir comment s'y prendre pour fabriquer ces fameuses capsules. Voilà, je lance la vidéo et on regarde ça et je reviens vous voir tout de suite après. Est-ce que les technologies peuvent aider mes apprenants à mieux apprendre la grammaire, à mieux la comprendre? Et est-ce qu'elles pourraient m'aider, moi, à mieux l'expliquer? Comment vous y prenez-vous avec vos apprenants? Oui, le numérique peut favoriser la mémorisation et l'acquisition des règles grammaticales grâce à son potentiel dynamique et interactif. Moi, lorsque je travaille sur une difficulté grammaticale, j'ai recours au TIS soit pour créer des capsules pédagogiques, soit pour concevoir des quiz et des espaces de travail coopératifs. Le terme capsule nous vient du Québec et désigne toute production écrite, orale ou audiovisuelle qui traite de manière condensée d'un sujet ou d'un thème donné. Ces capsules peuvent prendre la forme d'un diaporama interactif avec des images, du texte, de l'audio, des hyperliens, ou bien d'une vidéo courte et scénarisée. Ces vidéos peuvent être des séquences filmées à l'aide d'une caméra, ou bien des présentations animées où l'enseignant manipule des objets du texte qui s'affichent puis disparaissent pour laisser place à d'autres informations. On apprend mieux avec des vidéos et des diaporamas dynamiques? Selon les auteurs de l'ouvrage Apprendre avec le numérique, des travaux scientifiques montrent que ces vidéos pédagogiques peuvent améliorer les apprentissages à condition qu'elles aident les apprenants à sélectionner et organiser mentalement les unités d'information qui composent l'animation. Le principal atout de ces vidéos-là est qu'elles reproduisent de manière enrichie le geste de l'enseignant qui écrit au tableau. Quand on est au tableau, on entoure, on isole des éléments, on les associe à d'autres à l'aide de flèches ou de couleurs différentes. Bref, on met en lumière la structure de la langue. Eh bien, c'est pareil avec ce support d'apprentissage. On peut les exploiter dans les classes de FLE pour un enseignement différencié, une mise à niveau dans le cadre d'une progression en spirale de la grammaire ou bien pour la classe inversée. Ces capsules ont l'avantage d'être accessibles à tout moment, d'être regardées et manipulées selon les besoins de l'apprenant qui pourra revenir en arrière, mettre sur pause ou bien sauter une étape de l'explication. Vous l'imaginez, il y a pléthore de capsules grammaticales sur le net. À vous d'en sélectionner selon ces critères de qualité ou d'en créer vous-même à l'aide d'outils gratuits et conviviaux comme Powtoon, Moovly ou Expli par exemple. Si vous voulez accrocher l'attention de vos apprenants, faites court, préparez un script clair et parlez avec enthousiasme. Si vos apprenants sont équipés et technophiles, vous pourriez, pourquoi pas, leur proposer de réaliser eux-mêmes une capsule pédagogique. Avec leur père, ils y reformuleraient, synthétiseraient, expliciteraient les règles de grammaire découvertes lors de l'analyse du corpus proposé. Dans une leçon de grammaire, vous pouvez aussi avoir recours aux technologies pour proposer en classe ou à la maison des enquêtes et des questionnaires. Saviez-vous que pendant vos cours, vos apprenants peuvent utiliser leur smartphone comme boîtier de vote? Vous pouvez pour ça préparer des questions avec des applications comme Socrative ou Kahoot. Ce sont des applications gratuites et relativement simples à utiliser. Il suffit de vous créer un compte,
ou d'utiliser votre compte Facebook ou Google, de rédiger vos questions, des propositions de réponses, et enfin de lancer ces quiz en classe. Pour commencer, vos apprenants, eux, devront se rendre sur l'interface étudiant de l'application et encoder le code du quiz qui s'affichera sur l'écran de projection. Et si mes étudiants n'ont ni smartphone ni tablette? Alors, ils pourraient répondre à vos questions à l'aide de QR codes que vous scannerez avec votre smartphone ou votre tablette. Grâce à des applications comme Plickers, vous allez projeter sur l'écran de la classe des QCM et scanner les cartons-réponses de vos étudiants. Vous saurez instantanément qui a répondu quoi et vous pourrez alors, si c'est nécessaire, rappeler ou reformuler une règle pour que les apprenants puissent éventuellement modifier leur choix de réponse. L'apprentissage ludique en ligne est parfois considéré comme un mythe, mais il a au moins le mérite de rendre tous les apprenants actifs et d'amener dans la classe d'autres modalités d'apprentissage. L'avantage de ces applications par rapport à un exercice sur le papier, c'est qu'elles permettent à tout le monde de répondre en même temps aux questions que vous posez. Et puis, grâce à elles, vous allez mieux cerner les difficultés rencontrées par les différents membres de la classe et revenir sur leurs hésitations. Par ailleurs, vous trouverez en ligne beaucoup de logiciels qui permettent de créer des questionnaires et des jeux à effectuer seuls, en dehors du temps de la classe. Je pense à des outils comme Google Formulaire, que vous connaissez sans doute, ou comme Learning Apps, qui, lui, sert à créer des jeux autocorrectifs sur mesure qui répondront exactement aux objectifs et à la thématique de votre leçon. Si vous optez pour une utilisation autonome de ces applications, prenez alors le temps de rédiger des messages de rétroaction riches. En cas de bonne réponse de l'apprenant, félicitez-le bien sûr, mais renforcez sa réponse en donnant d'autres exemples ou bien en lui proposant une information supplémentaire. S'il s'est trompé, inutile de lui dire « recommence encore une fois ». Aidez-le à analyser l'énoncé de la question en lui donnant des indices linguistiques, en reprenant la règle et en raisonnant avec lui comme si vous étiez à ses côtés. Alors bien sûr, si les étudiants peuvent créer des capsules, ils peuvent aussi préparer leurs propres enquêtes, leurs propres quiz, leurs propres jeux, avec votre aide et vos conseils bien entendu. Voilà une autre piste d'utilisation du numérique pour l'apprentissage de la grammaire. Les wikis et les espaces de travail coopératifs sont aussi d'excellents alliés pour l'appropriation d'une règle grammaticale. Avec eux, les apprenants peuvent réinvestir ce qui vient d'être appris dans des tâches de production courtes et ouvertes. Ils pourront par exemple lire un petit texte au présent et le transformer au passé ou au futur, observer des situations de communication et formuler des conseils, décrire des objets à l'aide de pronoms relatifs. Ces productions écrites et orales peuvent se faire à distance et pourquoi pas de manière anonyme pour amener les apprenants à dépasser la peur de se tromper et à s'exprimer quel que soit leur niveau. La correction de ces productions pourra se faire collectivement en classe. Ce sera une excellente occasion pour faire le point sur la matière envisagée et les exceptions qui sont parfois si nombreuses. Ils ont l'air sympas ces outils, et on dirait que vos étudiants les apprécient. On peut les utiliser aussi pour autre chose que de la grammaire, j'imagine. Oui, bien sûr, ces questionnaires et ces espaces coopératifs ne sont pas destinés uniquement à l'enseignement-apprentissage de la grammaire. Ils conviennent parfaitement à toutes les tâches de compréhension, orale, écrite, ainsi que de production, qui seront alors plus longues et plus personnelles. Donc bien évidemment, on trouve des quantités de capsules comme celle dont Audrey Tonard vient de nous parler, entre autres sur YouTube. Donc là, on va regarder une pour se faire une petite idée. Ce qui est pas mal, c'est que évidemment, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le concept vient du Québec, plutôt du Canada en général, et donc on va en avoir pas mal qui sont fabriqués par des Canadiens ou des professeurs de français du Canada ou d'Amérique. Donc c'est assez intéressant parce que c'est leur vision de la grammaire et bon, c'est souvent pas inintéressant et pas mal fait du tout. Donc on va regarder une et penser aussi à chaque fois en fait quand vous regardez ces capsules que l'intérêt c'est que vous pouvez les faire élaborer par les élèves. Un peu comme tout type de document multimédia nouveau, l'intérêt c'est de rentrer dans cette démarche de production aussi de textes qui va leur permettre de conceptualiser un certain nombre de choses. Par exemple, quand vous avez vu, je ne sais pas, tout à l'heure on parlait de se présenter, et quand vous avez vu toute la conjugaison du verbe « je m'appelle », du verbe « s'appeler », hein, donc vous pouvez leur faire réaliser une petite capsule qui va leur permettre de fixer, de mémoriser en fait tout ce qu'ils ont vu en cours. Donc conceptualisation, fixation aussi, vous voyez qu'à chaque fois,
l'un des intérêts de ces instruments-là, c'est de montrer des structures, enfin de montrer les structures du langage et de redévelopper ces structures, en fait, de les redéployer pour les expliquer. Expliquer, c'est ce que ça veut dire, hein, déplier effectivement les différentes structures sur lesquelles on a travaillé pendant le cours. Donc là, voilà effectivement des choses intéressantes. Bon, on a vu déjà Kahoot dans les précédentes vidéos. Donc là, on va regarder un petit peu les capsules. Je vous en mettrai un certain nombre sur la playlist de notre cours pour vous donner d'autres idées. Bon, c'est très facile à trouver. Donc là, on va regarder faire ses achats. Donc vous voyez aussi que les objectifs aussi, évidemment, sont classés un peu comme sont des objectifs communicatifs. Hein. Ça vient du Québec, donc ils sont aussi évidemment en plein dans de l'approche communicative et très pragmatique. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a accepter, refuser une invitation. Donc là, c'est plus grammatical, les pronoms relatifs qui, que, à qui. Dire sa nationalité en français. Donc ça, bon, c'est dans les premières, évidemment, dans les premières leçons, ce qu'on a vu avec ce que faisait l'Alliance française niveau A1. La négation en français. Les pronoms en et i en français, très difficile, un point très difficile à expliquer. Je regarderai comment ils ont fait. Mais pour le moment, on va regarder faire ses achats. Bonjour à tous et bienvenue à notre plateforme d'apprentissage du français On parle. Voici nos capsules explicatives. Des explications pratiques et faciles à comprendre. Aujourd'hui, nous allons réviser le vocabulaire pour faire les achats. Écoutez la prononciation. Acheter, vendre, faire payer, payer, échanger, rendre la monnaie, coûter, bon marché et le contraire cher, dépenser, en solde, en promotion, d'occasion, faire ses courses, faire ses achats, faire du shopping, vendeur, vendeuse, caissier, caissière, caisse, client, cliente, porte-monnaie, prix. Maintenant, voyons les lieux où on peut faire les courses. Le supermarché, à la boulangerie ou chez le boulanger, à la pâtisserie ou chez le pâtissier, à la pharmacie ou chez le pharmacien, à la crèmerie ou chez le crémier, à la boucherie ou chez le boucher, à la charcuterie ou chez le charcutier, à la poissonnerie ou chez le poissonnier, à l'épicerie ou chez l'épicier. J'ai dit une seule possibilité chez le fleuriste ou chez le marchand des fruits et légumes. Voilà, vous connaissez maintenant la prononciation du vocabulaire utilisé pour faire des achats en français. Visitez onparle.net et apprenez le français à votre rythme. À la prochaine! Donc oui, cette précédente capsule, là, c'était loin d'être merveilleux. Je veux dire, c'est juste du vocabulaire. En fait, il n'y a pas d'acte de parole. Voilà, bon, ça a le mérite d'exister, mais c'est pas ça qui révolutionne clairement la pédagogie. Donc là, on trouve aussi sur un site qui est un peu plus sérieux. Bon, là, c'est un Padlet, vous voyez. Donc c'est le café pédagogique. Ça c'est pas mal fait en général. Hein. Cafépédagogique.net, il y a souvent des ressources, des bonnes ressources. Et là donc vous avez un Padlet avec pas mal de choses sur pas mal de capsules aussi. Donc on va regarder, on va attendre un peu que ça se charge. Et on va regarder celle sur le groupe nominal avant de regarder celle sur... On va regarder le groupe nominal et ses expansions. Allez, revoyons aujourd'hui le groupe nominal et ses expansions. Un groupe nominal est constitué d'un nom noyau avec son déterminant, auquel on peut ajouter des informations qu'on appellera expansions du nom. Parmi celles-ci, on peut trouver des adjectifs qui ont pour fonction d'être épithètes liées ou détachées, des groupes prépositionnels qui ont pour fonction d'être compléments du nom. Mais comment les différencier ? Voici un exemple de chacune de ces expansions. Voilà tout d'abord un adjectif qui, placé à côté du nom, aura pour fonction d'être épithète liée à ce nom. Et voilà ensuite un groupe prépositionnel avec une préposition
et un autre élément et qui vont avoir pour fonction d'être complément du nom. Enfin, n'oublie pas que l'adjectif, lorsqu'il est séparé du nom par une virgule, aura pour fonction d'être épithète détaché du nom. Petit mémo sur le complément du nom. Pour construire un complément du nom, il te faut une préposition et un autre élément qui peut être de diverses natures. Celui-ci peut être un nom propre, un nom commun, un verbe à l'infinitif, un adverbe ou un pronom. Tu pourras observer aussi qu'on peut utiliser n'importe quelle préposition. Voilà ce qu'il te faut savoir pour l'instant sur le groupe nominal et ses expansions. Il ne te reste plus qu'à faire le travail demandé. Joyeux clic! Voilà, vous pouvez donc explorer toutes ces capsules, hein, toutes ces possibilités. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on en trouve un peu évidemment de toutes les catégories. Donc il suffit de chercher capsule, FLE. Là, je viens de tomber sur un site en fait qui s'occupe de français langue étrangère et de français langue de scolarisation, où il y a un certain nombre de capsules en fait qui sont spécialement destinées par exemple aux arabophones. Donc vous pouvez avoir des besoins très spécifiques qui sont traités, ou des besoins en tout cas assez spécifiques. Voilà, ça va être très très variable, hein, évidemment. Bon, les ressources sont pas toujours de grande qualité, donc c'est à vous de vérifier évidemment leur qualité et leur intérêt pour la classe. Vous avez vu que dans Café Pédagogique, on est un peu plus dans des choses un peu plus certifiées, entre guillemets, parce que c'est fait par des enseignants dont c'est vraiment le métier, mais c'est tourné plutôt vers des gens qui sont dans des classes de français langue maternelle, donc des classes du primaire, hein, et ce type de classe-là. Donc voilà, donc vous avez, il y a évidemment énormément de ressources existantes. Après, donc l'intérêt, c'est qu'on peut en fabriquer. Et donc ça, on va regarder peut-être dans la prochaine vidéo un certain nombre d'autres outils qui nous permettent de fabriquer des exercices ou de faire fabriquer des capsules par nos élèves, ce qui leur permettra, comme on le disait tout à l'heure, de conceptualiser et d'exprimer en fait tout ce qu'ils ont appris sous une forme concise. Après, on peut évidemment envisager d'utiliser ça sous forme de classe inversée, donc de partager les capsules avant avec les élèves, ils vont les regarder chez eux en ligne, comme vous le faites de cette vidéo, et ils vont en discuter, vous allez en discuter avec eux en classe ou en vidéoconférence. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.